Allez, on vous parle souvent des prouesses des Ukrainiens, que ce soit en mer Noire, que ce soit sur des bases militaires aussi. Que s'est-il passé ces dernières heures, Sylvia? On nous parle de plusieurs avions russes qui ont été détruits. On est dans la région de Rostov, très précisément. Oui, effectivement, selon l'Ukraine, ce sont au moins 6 avions militaires qui ont été détruits sur une base aérienne dans la région de Rostov, dans le sud du pays. 8 autres auraient été endommagés. Une opération spéciale qui a été menée la nuit dernière, à la fois par le SBU et l'armée contre l'aérodrome de Morozov. Précisément. Alors du côté de la Russie, on ne mentionne pas cette frappe. Moscou, en revanche, déclaré avoir neutralisé 53 drones au-dessus de son sol, faisant état d'une des plus grosses attaques de drones ukrainiens menées sur plusieurs régions et donc sur Rostov. Alors pourquoi cette base-là? Selon la source au sein du ministère ukrainien de la Défense, eh bien, la base de Morozovsk abrite notamment des bombardiers qui sont utilisés pour frapper des positions de l'armée ukrainienne et des villes situées sur la ligne de front, et notamment des bombardiers tactiques équipés de bombes planantes, ces bombes qui font beaucoup de dégâts en Ukraine. Selon certaines sources, eh bien, une trentaine de Sukhoi se trouvaient sur cette base. Une opération réussie, selon Kiev, qui dit ceci: ces résultats importants vont réduire considérablement le potentiel de l'armée de l'air russe. Et selon cette même source, eh bien, une vingtaine de soldats russes ont été tués ou blessés dans cette opération spéciale. L'attaque aurait aussi visé une sous-station électrique privant 600 habitants d'électricité, selon le gouvernement de Rostov. Et il faut savoir évidemment que la ville de Rostov-sur-le-Don, qui est située donc dans cette région, abrite également le QG des troupes russes engagées en Ukraine. Et Sylvia, visiblement, l'Ukraine semble abonnée à ce type d'opération. Alors, il y a eu tout le pôle hydrocarbures. Là, on revient de nouveau sur les bases militaires et notamment l'aviation russe. Oui, effectivement, vous parlez d'hydrocarbures, il y a beaucoup de raffineries qui ont été touchées ces dernières semaines, parfois très loin dans le territoire, à plusieurs centaines de kilomètres, et provoquant des ralentissements de l'activité, de la maintenance qui ont eu de l'impact sur l'activité de raffinage. Et effectivement, il y a aussi les aérodromes qui sont régulièrement visés. Celui-là, d'ailleurs, l'avait déjà été le 17 décembre. Au moins un avion avait alors été endommagé. Et puis la nuit dernière, il y a d'autres régions qui ont été touchées aussi, notamment celle de Saratov, avec l'aérodrome de Engels, et la région de Krasnodar, où il y a donc aussi des aérodromes. On attend de voir ce que ça a pu faire. Merci beaucoup, Sylvia. Nous sommes en ligne avec Sergueï Parkhomenko, journaliste russe indépendant. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on en parle beaucoup de ces attaques là en Russie, Sergueï? Oui, bien sûr. Surtout, on parle beaucoup des attaques sur les régions qui sont proches à la frontière ukrainienne, Belgorod, Koursk et les autres. Mais on voit maintenant cette tendance des attaques ukrainiennes par drone qui est visée sur l'infrastructure pétrolière de la Russie. Voilà, vous avez bien dit qu'il y avait plusieurs raffineries dans plusieurs régions de Russie, y compris assez loin de la frontière. On remarque par exemple l'attaque sur les raffineries de Tatarstan. Vous pouvez regarder sur la carte, Tatarstan c'est loin. C'est sur la Volga, c'est plusieurs centaines de kilomètres de l'Ukraine. Par contre, à Rostov, qui est tout proche, voilà, mais aussi des aérodromes, surtout des aérodromes militaires. Celui-ci de Morozovsk, il est grand. Si vous regardez à Google Maps, vous allez voir maintenant, vous pouvez regarder là, vous allez voir cette image avec plusieurs dizaines des avions militaires qui sont rangés là. Donc c'est une grande base et il y a beaucoup de bombardiers. Il y a des Sukhoi 24, des Sukhoi 34, c'est des grands bombardiers plus ou moins modernes, mais qui sont largement utilisés pour l'attaque sur les villes ukrainiennes. Donc les Ukrainiens, ils ont vraiment du succès avec leurs drones. Tout ce qui se passe dans les raffineries, tout ce qui se passe dans les aérodromes. Il y avait aussi une attaque très remarquable ces derniers jours. C'était une attaque sur une petite ville aussi à Tatarstan qui s'appelle Alabuga. Il y a une usine d'assemblage des drones, les fameux drones iraniens Shahed. Je crois que vous avez parlé aussi de ça. Et il y avait là un cible un peu étrange, une résidence de collège qui accueillait des étudiants de plusieurs pays d'Afrique notamment. Mais ces étudiants de collège travaillaient directement sur cette usine d'assemblage. Ça, c'est une grande question aussi. Comment les jeunes gens de 14 ans, 15 ans, 16 ans étaient utilisés pour l'assemblage des objets militaires. Et eux, ils étaient aussi une cible pour les drones ukrainiens. Alors, restez avec nous parce qu'on va parler de main-d'œuvre dans quelques instants. Et de gros problèmes en perspective pour le Kremlin sur fond de haine, de racisme et de chasse à l'étranger. Mais Xavier, avant,
Revenons sur cette traque des Ukrainiens d'une partie de l'aviation russe. On sait que les Ukrainiens manquent énormément de systèmes de défense aérienne, notamment des Patriotes, réclamés encore à corps et à cri. C'est aussi une façon de stopper les Russes à longue distance, d'éviter que ces avions, qui ont beaucoup été utilisés lors des derniers combats sur le terrain, puissent franchir la frontière? Alors, ils ont des batteries patriotes, ils ont aussi des Mamba français. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de... Il y a de moins en moins de missiles, surtout. Alors, il n'y en a pas assez, il en faudrait plus pour couvrir tout le territoire. Mais c'est surtout le problème, c'est qu'ils ont tiré énormément de missiles parce qu'il y a eu des vagues de bombardements russes qui ont été extrêmement violentes ces dernières semaines et qu'il faut vraiment les remplacer, ces missiles, et qu'ils n'arrivent plus. Il y a quasiment plus de munitions qui arrivent, c'est au sens large. Hein. On part des missiles, on passe sur les obus et puis on passe aussi sur les munitions de petit calibre, sur les cartouches. Donc ça, il faut vraiment se prémunir. C'est une solution. Là, il semblerait donc, Sylvia nous disait 6 avions. Dans ces 6 avions, d'après ce que j'ai pu voir, il y aurait Sukhoi 34 et Sukhoi 35, donc des chasseurs qui accompagnent les bombardiers, qui vont bombarder les villes ukrainiennes. Après, depuis Rostov-sur-le-Don, il n'y a pas tellement de chemin à faire parce que, en fait, ils tirent à une 50aine de kilomètres de l'objectif pour ne pas se faire toucher justement par les défenses antiaériennes ukrainiennes. Donc, ils sont juste à la verticale de la frontière russe. C'est précis quand même, hein. Oui, pour les bombardements russes, c'est très précis et extrêmement violent. On l'a vu encore sur Kharkiv. Donc le seul moyen pour les Ukrainiens sans avion aujourd'hui de les abattre, c'est d'aller les abattre au sol. Et on voit que leur technique de drone est de plus en plus efficace. En plus, ils ont une multitude de drones qui doivent poser des problèmes à la fois pour la détection par les radars russes, puisqu'on est sur des appareils, des tactiques d'emploi extrêmement variées. Et puis après, pour les abattre, les Russes disent en avoir abattu 53, c'est impossible à vérifier. Pour les dégâts sur les avions russes, a priori, ce serait avéré sur 6 appareils qui ne pourront plus bombarder l'Ukraine. Donc. C'est un joli coup, ça, Michel Goya? Ah oui, c'est un coup très dur, bien sûr, qui est fait. Les Ukrainiens disposent maintenant d'une force de frappe en profondeur, relativement puissante, efficace, à base de drones assez sophistiqués, même très sophistiqués, qui sont autonomes, qui peuvent pas être brouillés, qui sont précis. Ils disposent de la flotte de drones la plus importante au monde maintenant, les Russes, les Ukrainiens, de drones vraiment modernes, sophistiqués, et made in Ukraine. Et avec ça, ils s'en servent aussi très efficacement, quoi. Ça porte des coups très durs. Les coûts sur l'infrastructure pétrolière, sur les raffineries, ça fait très mal. Ils font presque aussi mal à l'économie russe avec quelques frappes de drones que toutes les sanctions qu'on a pu... Le pétrole, c'est 40% du budget du gouvernement russe. Hein. Tout comme toutes les raffineries maintenant, ou en tout cas une bonne partie des raffineries russes, sont à portée de tir des Ukrainiens, ça peut faire très mal en termes clausewitziens. Là, on touche peut-être un centre de gravité économique de la Russie qui peut être terrible. Michel, avec un effet sur la population. Si jamais il venait à y avoir des pénuries d'essence ou de gasoil, pour la population, ce serait vraiment un drame. Idem pour les bases, idem pour toutes les bases qui sont à portée de tir maintenant, toutes les bases aériennes en particulier, et qui sont par ailleurs très mal protégées. Tous ces avions, ils sont à l'air libre, ils ne sont pas protégés, donc ça posera au moins aux Russes de faire beaucoup de travaux, d'infrastructures, de protection, de mise en place de défense autour de ces bases, qui vont également leur coûter très cher. On a une petite vérification à vous demander. Ça se lit de plus en plus dans les bonnes gazettes que les Américains auraient mis une sorte de veto aux frappes contre les stations d'hydrocarbures et de stockage russes, parce que ça fait terriblement, comme c'est efficace, monter le prix du brut, et que Washington aurait dit ça serait bien de se concentrer plutôt sur le militaire. Comment des carburants raffinés peuvent faire monter le prix du brut ? Ça n'a strictement rien à voir. La Russie n'exporte pas ou quasiment pas de carburant raffiné, donc de l'essence qu'on met dans nos voitures ou du gasoil. Elle exporte du pétrole brut qui ensuite est raffiné à l'extérieur et parfois même d'ailleurs lui revient, elle en réimporte. Donc ça peut mécaniquement... Donc il n'y a pas de coup de pression de Washington? Alors non, mais le coup de pression de Washington, oui.
Mais en revanche, l'explication du coup de pression, ça tient pas la route d'après tous les économistes qu'on a tous consultés, parce qu'on s'est posé des questions évidemment là-dessus. Mais non, ça c'est bien de le dire. C'est de l'essence et du gasoil qui reste en Russie, donc ça ne pèse pas sur les cours mondiaux. Il y a déjà un embargo de toute façon sur le pétrole russe qui est normalement vendu à un prix plus bas. Alors évidemment, il y a une contrebande, il y a du pétrole russe raffiné en Inde qui revient en Europe. Mais là, on ne voit pas comment ça peut peser sur les cours mondiaux. Ce qui peut peser sur les cours mondiaux, en revanche, aujourd'hui, c'est le problème des Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb. Là, il y a des pétroliers qui passent, qui sont menacés. On voit quand même que sur le pétrole. Sur les applications de trafic maritime, on voit qu'il y a encore du trafic dans cette région. Le canal de Suez a perdu une partie de son activité, mais il y a encore des bateaux qui passent. Mais ça peut faire monter le prix de l'essence à la pompe, mais pas l'essence raffinée en Russie. Bon, voilà qui était bien de le préciser. C'est très clair. Cher Xavier, c'est très clair. C'est important. On va repartir. C'est une rumeur qu'on entend souvent sur les comptes pro-russes, notamment. On est notamment. aussi là pour tordre le cou aux mauvaises rumeurs.